Ma fille a disparu. Avec mon mari, je me suis rendue à la visite médicale du premier mois de notre bébé. Cependant, l'infirmière a emmené notre fille et n'est pas revenue. En cherchant frénétiquement dans l'hôpital, une personne s'est présentée devant moi. Vous aussi, vous devez vous échapper. À ma grande surprise, il s'agissait de l'infirmière qui s'était occupée de notre fille. Elle m'a pris le bras avec force et s'est mise à courir. Elle semblait effrayée par quelque chose. Attendez. Où est mon bébé? En réponse à ma question, l'infirmière m'a révélé la vérité que j'ignorais. J'ai compris la véritable signification de ces actes, ce qui m'a laissé abasourdi. J'étais loin de me douter que ce n'était que le prélude au cauchemar que je vivrais plus tard. À 28 ans, j'ai donné naissance à ma fille Maria et j'étais en congé de maternité. Mon mari, Nicolas, employé de banque, et moi étions très proches. J'aime tout de vous. Votre nom complet sonne très bien, alors gardons-le tel quel. Même après le mariage, j'ai gardé mon nom de jeune fille pour éviter les tracas. Nous étions heureux, mais je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse du côté secret de Nicolas. Je ne peux pas dire grand-chose sur mon travail. Il y a des obligations de confidentialité. Et elle a toujours éludé les questions sur son lieu de travail et son activité. Étant donné les règles strictes en matière de confidentialité, je n'ai pas insisté davantage. Nous avions tous les deux de quoi vivre confortablement et j'avais l'intention de reprendre le travail, alors je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'étais loin de me douter qu'il s'agissait d'une grave erreur, que je regretterais profondément. À ce moment-là, je n'avais aucune idée des événements cruels qui allaient suivre. Un matin, je venais d'envoyer Nicolas au travail et notre fille Maria, âgée d'1 mois, dormait paisiblement dans son berceau. Bang, bang. Bang. Le bruit de quelqu'un frappant à la porte de notre appartement résonne dans la pièce. Maria risquait de se réveiller. Je me suis empressée d'ouvrir la porte d'entrée et j'ai découvert une femme mince et inconnue qui se tenait là. Ses cheveux étaient d'un blond éclatant, mais les racines étaient rousses et les pointes sèches semblaient refléter son manque de sérénité. Dès que nos regards se sont croisés, elle a commencé à paniquer. Je ne peux plus travailler. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Malgré mes questions, elle continuait à pleurer et à crier, ce qui rendait sa compréhension presque impossible. Je ne vous connais pas. Je crois que vous vous trompez de personne. Terrifiée par son intensité, j'ai refermé la porte avec force. Elle est restée dehors, sanglotant et répétant ses excuses. Dois-je appeler la police? Au moment où je saisis mon téléphone, j'entends un bruit sourd provenant de la boîte aux lettres. La femme s'est exclamée, je n'en peux plus. Dites-lui de me contacter. Puis elle a disparu. Tentant de vérifier la boîte aux lettres, j'ai trouvé une carte de visite à l'intérieur. Elle indiquait le nom d'un endroit où un homme et une femme pouvaient prendre un verre ensemble. Se pourrait-il que Nicolas ait une liaison? Cette femme m'avait-elle confrontée à cause de lui? Pendant un instant, ces pensées m'ont traversé l'esprit, mais je les ai rapidement écartées. Nicolas ne ferait jamais une telle chose. Pourtant, je n'ai pas pu me débarrasser de ce malaise toute la journée, et j'ai fini par lui poser la question. Elle rentre toujours tard, mais il ne peut pas voir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ce soir-là, lorsqu'il est rentré du travail, j'ai prudemment abordé le sujet sans mentionner la visite de la femme. Nicolas a semblé sincèrement surpris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette question soudaine? Je me demandais si tu en avais assez de moi. Ce n'était qu'une idée en l'air. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis fou de toi. Je ne parle pas à d'autres femmes en privé. Il a souri gentiment et m'a serré dans ses bras. Oui, c'est vrai. La femme a dû se tromper de maison. Soulagée, je n'ai pas pu me résoudre à montrer sa carte de visite à Nicolas ou à la jeter. J'ai préféré la ranger dans le tiroir de la cuisine. Une semaine plus tard, il s'est passé quelque chose. Nicolas avait pris un jour de congé et nous sommes allés ensemble à l'hôpital pour la visite médicale du premier mois de Maria. Après l'enregistrement à l'hôpital, l'infirmière qui nous avait été attribuée est arrivée rapidement. Elle avait à peu près l'âge de ma mère et son nom ressemblait à celui d'une certaine héroïne de cinéma.
C'est vraiment inhabituel. Alors que je l'admirais, l'infirmière a eu l'air surprise pour une raison quelconque et m'a rapidement enlevé Maria des bras. Pesons le bébé. Avant que je puisse répondre, elle a quitté la pièce en toute hâte. 15 minutes se sont écoulées, puis 20, et toujours aucun signe du bébé. Pourquoi cela prenait-il autant de temps? Inquiète, j'ai jeté un coup d'œil dans la salle d'examen, mais Maria n'était pas là. Je crois que mon enfant est venu pour être pesé. J'ai demandé à une autre infirmière qui se trouvait à proximité. À ma grande surprise, elle a penché la tête et m'a dit qu'aucun bébé n'était venu se faire peser à cette heure-là. Choquée, j'ai expliqué la situation à la réception avec Nicolas. Grâce à ce nom mémorable, ils ont rapidement enquêté. Il s'est avéré que non seulement ils ne savaient pas où était l'enfant, mais qu'ils ne trouvaient pas non plus l'infirmière. C'est incroyable. Séparons-nous et partons à la recherche. Paniqués, Nicolas et moi avons décidé de passer le grand hôpital au peigne fin. Alors que je me précipitais dans un couloir menant à la sortie arrière, l'infirmière est soudain apparue devant moi. Vous? Où est mon bébé? Avant que je ne puisse élever la voix, elle me fit signe de me taire. Ne vous inquiétez pas. Je vous guiderai jusqu'à votre bébé. Tais-toi aussi, tu dois t'échapper. Elle saisit mon bras déconcerté et me conduisit vers la sortie arrière. Elle semblait effrayée, fuyant quelque chose. En arrivant à la sortie arrière de l'hôpital, nous avons trouvé la poussette de Maria cachée derrière un pilier discret. Là, Maria dormait profondément. Oh, Dieu merci! Soulagée, j'ai tendu la main vers mon bébé, mais l'infirmière s'est empressée de l'attraper. Qu'est-ce que vous faites? Ignorant ma voix élevée, elle a insisté. Vite! Et elle a continué à courir. Puis, alors qu'elle installait Maria dans le siège enfant d'une voiture garée à l'extérieur, elle m'a demandé de monter à mon tour. Que diable se passait-il? Je n'arrivais pas à comprendre, mais déterminée à récupérer mon enfant, je suis montée avec hésitation dans la voiture. L'infirmière a pris le siège du conducteur et nous sommes partis en trombe. Enfin, semblant un peu plus calme, elle s'est éclaircie la gorge et m'a regardé. Je m'excuse de vous surprendre, mais je ne pouvais pas parler ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais donc vous expliquer brièvement. Pendant qu'elle conduisait, elle a commencé à révéler des vérités choquantes, me montrant des preuves photographiques qui ont fait battre mon cœur. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas pardonner cela. Et à chaque révélation, ma colère s'intensifiait. Après avoir terminé notre conversation, nous sommes revenus sur nos pas. Bien qu'il y ait eu une petite agitation à l'hôpital, nous avions coordonné notre histoire, de sorte qu'il n'y a pas eu de problème. L'infirmière qui s'était occupée de Maria a expliqué que notre fille avait soudainement commencé à s'agiter et qu'elle m'avait cherché avant la mesure du poids. Or, à ce moment précis, j'étais allée aux toilettes dans un autre bâtiment. Ignorant cette confusion, je suis retournée à l'endroit initial et j'ai prétendu que notre fille n'était pas revenue, ce qui a provoqué une agitation. Je m'excuse d'avoir causé des désagréments à cause de mes suppositions hâtives. Alors que je m'excusais profondément tout en tenant notre fille dans mes bras, le personnel de l'hôpital et Nicolas affichaient des expressions soulagées, sachant que le bébé était sain et sauf. Après avoir fermement serré la main de l'infirmière et fait mes adieux à l'hôpital, j'ai commencé à préparer ma revanche. Dès le lendemain, j'ai rencontré des avocats, mené des enquêtes et rassemblé des preuves. Avec l'aide de ma famille, j'ai géré la garde des enfants. Puis, 6 jours après la visite médicale du premier mois de Maria. D'accord, allons au cinéma et dînons ensemble. Tout excité, Nicolas se tient dans le salon et enfile sa veste. Nous avions pris des dispositions pour que mes parents gardent les enfants pendant la journée, et nous avions prévu une rare soirée en amoureux. Cependant, alors que nous nous dirigions vers la porte d'entrée en tant que couple, nous avons entendu un grand coup de marteau. Laissez-moi entrer. Écoutez-moi, la voix était celle de la femme qui nous avait déjà rendu visite. Sans hésiter, j'ai ouvert la porte. Nicolas l'a ignoré, mais je lui ai pris la main et l'ai invité à entrer. Nicolas proteste. Et, ne t'occupe pas de cette femme mystérieuse.
Je ne peux pas l'ignorer. Elle doit avoir quelque chose d'important à dire, non? Je la conduisis à l'intérieur de la maison et Nicolas suivit à contre-séure. Assise sur le canapé du salon, comme je l'avais suggéré, la femme commença à parler. Se présentant sous le nom d'Isla, elle a expliqué qu'elle était une mère célibataire en proie à des difficultés financières. Elle s'était rendue dans une petite société financière, à la recherche d'un prêt, et avait rencontré Nicolas. Selon elle, Nicolas était le propriétaire d'une entreprise de prêt située dans un immeuble à usage mixte. Qu'est-ce qu'il y a? N'étiez-vous pas un employé de banque au placé, m'exclamai-je, choqué. Nicolas a fait un geste de la main devant son visage pour nier. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis certainement pas un petit usurier. Mais Isla le dévisagea froidement et poursuivit. Elle se sentait bien dans la peau de Nicolas, qui écoutait gentiment ses soucis d'endettement. Il lui a conseillé d'emprunter une grosse somme d'avance pour réduire le montant des remboursements. C'est une bonne affaire. Mais en réalité, elle a été contrainte de payer des intérêts exorbitants, ce qui rend le remboursement impossible. C'est scandaleux, insiste Nicolas. Ce n'est pas moi. Vous vous trompez de personne. Alors que j'écarquille les yeux avec méfiance, Nicolas répète désespérément, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Isla, sans se décourager, sort de son sac des documents, des contrats de prêt et des relevés de transfert, où figure le nom de Nicolas et celui de la société. Elle explique en pleurant qu'elle a déjà remboursé le prêt de $20 000, mais qu'elle est maintenant obligée de payer $10 000 d'intérêts supplémentaires. Lorsqu'elle n'a pas pu s'exécuter, elle a été contrainte de travailler dans une boîte de nuit du soir à l'aube, comme en témoignent les passages de son journal intime. La vérité révélée par Isla m'a fait trembler de colère. Utiliser l'endettement comme excuse pour imposer un travail aussi déraisonnable. Essayez de vous mettre à leur place. Je tremblais de colère devant cette histoire épouvantable. Et se sentant peut-être acculé, Nicolas éleva la voix encore plus fort que la mienne. Je suis un banquier de premier ordre. Elle ment. Le contrat de prêt? Elle s'est même donné la peine de créer de faux documents aussi élaborés. D'après Nicolas, il a rencontré Isla dans une boîte de nuit lors d'un rendez-vous d'affaires. Depuis, elle le harcelait. Isla a fait courir le bruit qu'il était riche et qu'il travaillait pour une grande banque, en disant qu'il allait certainement faire quelque chose de moi. J'ai gardé le silence pour ne pas t'inquiéter. Après tout, notre enfant est encore jeune. Le regret m'a envahi lorsque j'ai regardé son expression pleine d'excuses. C'est l'occasion rêvée. Ne te présente plus jamais devant moi. Je ne veux plus être impliqué. Et elle jeta un coup d'œil à Isla, criant de penser que tout cela était arrivé. Puis-je vous faire confiance? Demandai-je à Nicolas, qui hocha la tête avec assurance et me prit dans ses bras. Isla nous fixa d'un regard perçant. L'ignorant, j'ai discrètement pris un morceau de papier sur l'étagère du salon. Pourrais-tu écrire ceci au cas où tes affirmations s'avéreraient absurdes? J'ai tendu à Nicolas, d'un air amusé, un formulaire de consentement au divorce. Soudain, Nicolas s'est figé, comme s'il était confronté à un document terrifiant. Tu ne veux même pas signer un formulaire de consentement? Tu n'as pas le courage? J'ai montré ma déception, et il a arraché le papier, troublé. Pas question. Faites-moi confiance, rédiger un formulaire de consentement est un jeu d'enfant. J'ai hésité parce que je pensais que cela vous satisferait. Il rit, signe rapidement le document et me le rend. Crois en moi. Il se frappe la poitrine avec assurance. Incapable de me contenir, j'ai éclaté de rire. Nous avons réussi. On a réussi. J'ai applaudi Isla en lui faisant un bras d'honneur. Nicolas regarda notre excitation soudaine, les yeux écarquillés. Vous êtes tombé dans le panneau. Nous avons tout dévoilé. J'ai étalé sur la table une pile de photos tirées d'un sac. Les photos montraient Nicolas fréquentant une société financière douteuse dans un immeuble à usage mixte. On le voit emmener plusieurs femmes dans des boîtes de nuit.
les faire travailler et retenir leur salaire après leur service. La capture des appels désespérés de ces femmes et de ces actions sans cœur m'a donné la nausée. En vérité, j'avais secrètement placé un traceur GPS dans les affaires de Nicolas et je le suivais depuis le jour de la visite médicale du premier mois de Maria. Pendant que Maria restait avec mes parents, j'ai rassemblé des preuves et découvert que Nicolas dirigeait une entreprise d'usurier sans pitié. Vous n'êtes pas un employé de banque. Je l'ai su il y a 5 jours quand Isla me l'a dit. Quoi? Lui dis-je, l'air furieux. En fait, lorsqu'Isla a fait irruption dans notre maison, j'ai utilisé sa carte de visite pour la retrouver et entendre sa version des faits. Armés des faits qu'elle m'avait fournis, nous avions monté ce spectacle ensemble pour nous venger. Fabriquer des mensonges et même traiter Isla de harceleuse. C'est incroyable. Dis-je, et Isla acquiesce. Et il y a 6 mois, tu utilisais déjà des tactiques de recouvrement agressives à l'hôpital. Je me suis souvenu de l'histoire que l'infirmière que j'avais rencontrée lors de la visite médicale du premier mois de Maria m'avait racontée dans la voiture. Étonnamment, elle était un témoin oculaire des tactiques agressives de Nicolas en matière de recouvrement de créances. Il y a environ 6 mois, une femme couverte d'échymose a été amenée d'urgence pour être soignée en raison d'une surcharge de travail due à un travail sans relâche. Alors que les médecins et les autres membres du personnel tentaient d'intervenir, Nicolas et 2 autres hommes ont fait irruption dans la pièce en criant à la femme: Payez votre dette. Fuir ne sert à rien. Je vous poursuivrai jusqu'en enfer, a menacé monsieur Nicolas. Si vous ne pouvez pas travailler pour rembourser la dette, nous utiliserons votre assurance vie. Finalement, avant que la police ne soit appelée, Nicolas et ses compagnons quittent les lieux. Cependant, l'infirmière se souvient parfaitement de son visage. Lorsqu'elle a vu Nicolas pendant l'examen de Maria, elle l'a immédiatement reconnu comme l'homme de l'époque et a essayé de m'aider, pensant que je n'étais pas au courant de la situation. Pour me faire comprendre la vérité, elle nous a séparés, Maria et moi, de Nicolas et m'a tout raconté. Alors, suis-je sur le point d'être réduit au silence et transformé en argent? J'ai récupéré un contrat d'assurance vie sous la pile de photos. D'une manière ou d'une autre, il avait été souscrit à mon nom sans que je le sache. Non, c'était juste au cas où quelque chose arriverait et laisserait notre enfant derrière nous. Et la dérobade continue de Nicolas m'a poussé à bout. Se marier avec la famille juste pour changer de nom et m'extorquer de l'argent, c'est méprisable. C'est ignoble. J'ai passé l'enregistrement audio du mouchard que j'avais installé avec le GPS. On y entendait Nicolas parler au téléphone et dire des choses comme « Je me suis marié à la famille pour changer de nom. Et si j'efface ma femme et mon enfant, je recevrai une somme substantielle. » Confronté à une preuve irréfutable, Nicolas serre les dents et baisse les yeux. Je dénoncerai à la police vos transactions financières illégales avec ces femmes. Et bien sûr, je leur fournirai ces preuves. C'est ridicule. Impliquer la police, c'est excessif. Qu'est-ce que tu dis après tout ce que tu as fait? Proteste Nicolas. Indemnisation pour détresse émotionnelle de $10 000. Une pension alimentaire de $150 000. Soit un total de $160 000. Plus l'indemnisation des victimes. Laisser la police s'occuper du reste, lui lançai-je avec mépris. Nicolas, la larme à l'œil, se mord la lèvre. Mais, je n'accepterai pas de divorcer. Je te hanterai pour toujours, semble vouloir me harceler en dernier recours. Et elle s'agitait comme un enfant qui fait une crise de colère. J'avais pourtant le formulaire de consentement signé. Eh bien, il est trop tard pour cela, ai-je fait voltiger le papier, déclarant ma victoire. En voyant cela, Nicolas a semblé se souvenir qu'il avait signé le formulaire. Son visage pâlit et il s'affaisse, vaincu. Pendant ce temps, des sirènes retentissent au loin et une voiture de police arrive. Pendant que Nicolas et moi nous disputions, Ila avait appelé à l'aide. Nicolas, complètement découragé, a été emmené au poste de police. Par la suite, Nicolas a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation. Il est apparu clairement qu'il avait extorqué de l'argent à de nombreuses personnes et les avait forcés à travailler.
Même les policiers qui l'interrogeaient étaient furieux. Il transpirait et pleurait pendant l'interrogatoire. Au tribunal, le procureur a souligné ces actes à plusieurs reprises, ce qui a probablement provoqué de nouvelles larmes. L'avocat a déclaré: il passera des années à payer pour ses crimes dans une pièce sombre, et les indemnités pourraient s'élever à des centaines de milliers de dollars. Même s'il est libéré, il travaillera sans relâche pour rembourser ses dettes. Malheureusement, Nicolas n'a que des associés intéressés par l'argent. Personne ne l'aidera. Il devra faire face seul. En revanche, j'ai rapidement divorcé et j'ai commencé une nouvelle vie avec ma fille. M'occuper du bébé était agréable, surtout pour préparer ses repas. J'ai étudié avec assiduité, en lisant des livres et en partageant mes expériences sur les médias sociaux. Ma popularité s'est accrue et j'ai même publié un livre de recettes. J'ai sympathisé avec un rédacteur de mon âge. Il est dévoué à son travail et très gentil avec les enfants. Si les choses évoluent entre nous, je vous en dirai plus à l'avenir. Que pensez-vous de cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Jusqu'à la prochaine fois.